Bonjour à tous et bienvenue sur la clinique, bienvenue dans le 3e épisode consacré à l'affaire du Montréal Screwjob. Si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes, évidemment je vous invite à aller voir dans la description pour retrouver les liens, comme ça vous aurez toutes les infos qui vous mènent jusqu'au 7 novembre. Parce que dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer au 8 novembre et demain nous serons le 9 novembre, c'est-à-dire que c'est le jour fatidique des Survivor Series 1997 lors desquels Bret Hart va affronter Shawn Michaels pour le titre de la WWE. Mais on va commencer effectivement par le 8 novembre, ce qui marque à l'époque le dernier match de Bret Hart aux États-Unis pour le compte de la WWE. À ce moment-là, les tensions sont à leur paroxysme car personne ne sait de quoi demain sera fait. Et quand je dis demain, c'est vraiment demain. Ce jour-là, Bret Hart va parler à Earl Hebner, en qui il peut avoir confiance et qu'il pensait pouvoir considérer comme un véritable ami. Comble de la discussion, Bret Hart disait qu'il ferait son possible pour que ce soit Earl Hebner qui arbitre son match. Alors, numéro 1, penses-tu vraiment qu'une amitié pèse plus lourd, enfin amitié dans le monde du catch pèse plus lourd qu'un job à la WWE? Je pense pas. Et numéro 2, tu pensais vraiment que quelqu'un d'autre que Earl Hebner serait mis sur le match de main event du Survivor Series? Je pense pas non plus. Pour ce qui est de l'amitié, on l'a vu dans le documentaire Wrestling with Shadows qui était d'ailleurs passé en 1999 sur Arte en prime time, c'était un truc complètement fou à l'époque, et dans ce reportage, eh bien, Earl Hebner lui-même dit à Bret Hart qu'il quitterait la WWE s'il était amené à penser ou à devoir le trahir. On verra que l'histoire fut tout autre. Pendant ce temps-là, les big boss sont déjà à Montréal. Vince McMahon tient une réunion avec Jim Ross, Jim Cornette, Pat Patterson et Shawn Michaels qui n'étaient pas présents sur les derniers house shows comme je l'avais mentionné dans l'épisode 2. L'ambiance est un peu bizarre, voire pire parce que ce soit un work ou pas, eh bien Jim Ross dit sur la hotline de la WWE qu'en raison de la tension entre Bret Hart et Shawn Michaels, il y aurait une sécurité renforcée dans les coulisses des Survivor Series 1997 et que les catcheurs seraient aussi éloignés l'un de l'autre que possible. Alors évidemment, c'est quand même un work, tout ce qu'ils disent sur la hotline de la WWE, pour 2 raisons. La première, c'est que évidemment, il faut quand même préparer son match. Donc à un moment ou à un autre, Shawn Michaels et Bret Hart vont être ensemble, donc ils ne seront pas éloignés. Et raison numéro 2 à cela, eh bien, c'est que toujours dans le reportage de Wrestling with Shadows, eh bien, lorsque Bret Hart enlève ses bottes, il est comme ça, il enlève ses bottines à la fin du Survivor Series, on le voit qu'il lève la tête et qui dit hey, tu savais, machin truc, et là c'est Shawn Michaels qui est lui-même dans le même vestiaire et qui dit non, je te jure, je sais pas quoi, là, sur la Bible ou je sais pas quoi, que j'étais absolument pas au courant. Donc les 2 gars étaient, je pense, dans les mêmes vestiaires, plus ou moins l'un à côté de l'autre, comme ce qui serait, on va dire, la normale pour ce genre de main event, mais bon, après voilà, c'est la hotline, etc. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté à ce moment-là de l'histoire. Le truc, c'est que c'est simplement une situation extrêmement compliquée à gérer pour tout le monde et qu'on l'a réutilisée dans le cadre d'une storyline pour faire un petit peu mousser la rivalité entre les 2 catcheurs. De son côté, Vince McMahon, prétextant qu'il avait des choses à faire en coulisses, suivez mon regard, eh bien il dit qu'il ne va pas commenter le pay-per-view, ce qui fait que le In Your House précédent, Bad Blood, lors duquel il y a eu le premier Hell in a Cell entre Undertaker et Shawn Michaels, qui a d'ailleurs vu les débuts de Kane, eh bien ce pay-per-view Bad Blood sera le dernier pay-per-view commenté par Vince McMahon pour le compte de la WWE. Et le lendemain, c'est le grand jour, nous sommes le 9 novembre 1997, c'est les Survivor Series. Ce jour-là, Bret Hart dit à Vince McMahon qu'il voulait toujours quitter le show avec la tête haute. Donc Bret Hart redemande à Vince McMahon de rendre la ceinture le lendemain soir à Ottawa lors de Raw. En plus de ça, tout le monde sait que Bret Hart va partir et donc il voudrait la vérité, il demande à Vince McMahon la vérité. Alors à ce moment-là, il y a 2 trucs qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est est-ce que tu penses vraiment que Vince McMahon va te laisser la ceinture pour que tu la rendes entre guillemets demain lors de Monday Night Raw? Parce que effectivement, si tu le fais, ça veut dire je suis champion du monde de la WWF, vous savez tous que je pars à la WCW, donc je vous rends votre ceinture. Ce qui montre que la ceinture de champion du monde ne vaut absolument rien dans le spectre général du catch de l'époque. Impossible que Vince McMahon le laisse faire. Autre solution, ce dont je doute, Bret Hart n'aurait pas vraiment fait ça, eh ben, c'est de partir à la WCW et de partir à la WCW avec la ceinture. Vince McMahon étant quand même assez menteur et manipulateur, eh bien forcément, d'une certaine manière, entre guillemets, empathique, il se dit que les autres gens seraient tout à fait capables de faire ce que lui
pourrait faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en l'occurrence, c'est pas impossible que dans le cas inverse, Vince McMahon soit parti à la WCW avec la ceinture. Donc, effectivement, s'il veut sauver la peau de sa société, il ne peut absolument pas prendre le risque que ça arrive. Donc, dans les deux cas, jamais de la vie, Vince va te laisser la ceinture jusqu'au lendemain à Raw pour que tu en fasses ce que bon te semble. Et puis, Bret Hart, il a aussi cette envie de prendre le micro et d'expliquer clairement la situation devant le public. Mec, tu crois que Vince McMahon, une fois de plus, va te laisser le micro pour dire qu'il y a eu 297 changements de finish prévus? Reportez-vous aux 2 premiers épisodes pour voir ce dont je parle. Tous les mensonges, les menaces juridiques, enfin, c'est un tel bordel. Alors ça veut dire quoi de dire la vérité devant le public? Bref, tout ça, c'est vraiment de l'utopie et c'est impossible que Vince McMahon accède aux requêtes de Bret Hart à ce moment-là de l'histoire. Pourtant, Vince McMahon, à ce moment-là, lui dit OK. Et il lui serre la main et il lui dit à tout à l'heure. Alors là, Bret Hart, niveau naïveté, on est à l'école primaire, je suis désolé de le dire. Pendant que Bret et Shawn Michaels préparent leur match, Pat Patterson arrive. Pat Patterson, c'est évidemment un génie des finishes. On se souviendra des finishes de Over the Edge 1998, de Backlash 2000, qui sont pour moi deux des entre guillemets des overbooking de la WWE, mais qui pourtant étaient absolument géniaux. Pat Patterson, le regretté Pat Patterson, c'est évidemment aussi l'inventeur du Royal Rumble, et je vous invite également à aller voir dans la description car je vous ai remis le lien de la vidéo que j'avais faite concernant Pat Patterson, son histoire et quelle est l'influence qu'il a eue sur l'histoire de la WWE et sur les décisions de Vince McMahon, et vous verrez en regardant la vidéo que son incidence dans l'histoire de la WWE a toujours été énorme. Donc Pat Patterson, il propose un ref bump, suivi d'un sharpshooter porté par Shawn Michaels. À ce moment-là, Bret Hart renverserait la prise. Shawn Michaels abandonnerait, mais l'arbitre ne le verrait pas, vu qu'il est toujours KO. À ce moment-là, Bret Hart lâcherait la prise pour aller réveiller l'arbitre et se mangerait un switching music juste après. À ce moment-là, un deuxième arbitre arriverait, commencerait le tomber, 1, 2, et Owen Hart le tirerait juste avant le 3, un petit peu aussi comme on l'a vu à la fin de Over the Edge 98, le match entre Austin, Dude Love avec Vince McMahon en arbitre. À ce moment-là, Earl Hebner se réveillerait, compterait 1, 2, et Bret Hart se redégagerait in extremis avant le compte de 3, avant d'enchaîner sur une disqualification avec la DX, la Hart Foundation, un bordel général qui terminerait voilà, soit en disqualification, soit en double disqualification, et Bret Hart conserverait sa ceinture. Vader, qui est un vieux briscard ayant connu le Japon où les mecs rigolent pas, il a aussi beaucoup connu l'Europe où il pouvait y avoir ce genre de choses également, conseille à Bret Hart malgré tout de ne pas s'allonger ni de se laisser mettre dans une position compromettante ou dans laquelle il ne serait pas capable de sortir tout seul. Mais Bret Hart dit ne pas avoir de crainte car il a un allié de poids dans ce match, c'est l'arbitre Earl Hebner. C'est maintenant l'heure du combat, le main event du Survivor Series entre Bret Hart et Shawn Michaels. Les deux hommes ont commencé le match par une bagarre autour du ring et dans les gradins. L'ambiance de la foule, le rythme du match et la manière de se battre étaient assez fabuleux, de réalisme pour l'époque. À un moment donné, ils se bagarrent très près de l'entrée, on a Bret Hart et Shawn Michaels qui se disputent, et si à ce moment-là c'est encore un work, eh bien ce work il était alimenté de tellement d'animosité de la vraie vie que c'était poignant d'émotions. Il commençait à y avoir beaucoup de monde un petit peu partout autour du ring, avec beaucoup d'agents, comme pendant les angles par exemple entre Vader et Gorilla Monsoon en 96, ou quand Austin foutait la merde 96-97, on a Pat Patterson, on a le sosie de Gilbert Grace, etc. Sauf que là, a priori, c'est pas un angle. Donc est-ce que toutes ces personnes qui étaient présentes savaient qu'au bout d'un moment ce serait complètement le souk et qu'il faudrait quand même être présent pour pas faire régner l'ordre, mais en tout cas être directement dans l'action s'il y avait quelque chose à faire, s'il fallait intervenir, vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, le finish qui est prévu, le finish c'est une disqualification, voilà, je veux dire, c'est un finish comme un autre, que ce soit clean ou in DQ, il n'y a pas besoin que tout le monde commence à s'affairer comme ça un petit peu autour du ring. Et justement le finish, tout se passe exactement comme prévu. Shawn Michaels place Bret Hart dans le sharpshooter, toujours comme prévu, d'autant plus que ça intervient comme prévu après un ref bump. Des témoins affirment qu'à ce moment-là, nous avons Mike Chioda, qui en coulisses disait effectivement à Earl Hebner dans son oreillette qu'il était venu le temps de rebouger et se réveiller tout doucement sans pour autant reprendre ses esprits, car souvenez-vous, Earl Hebner doit rester suffisamment HS pour ne pas voir que Shawn Michaels abandonne lorsque Bret Hart renverse le sharpshooter. Mais l'histoire nous aura montré que Earl Hebner va non seulement se réveiller, mais il va complètement revenir à ses sens au point de se relever.
À ce moment-là, on a Owen Hart et le British Bulldog qui préparaient leur entrée pour quelques instants plus tard, car ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire dans la mesure où c'était absolument pas prévu qu'à ce moment-là du match, Earl Hebner se réveille. Des témoins affirment que Mike Chioda, à ce moment-là, s'est mis à complètement hurler dans le casque pour dire à Earl Hebner qu'il ne devait pas encore se relever. Tout ceci loin de Vince, bien entendu, qui était autour du ring pour superviser ce qui était entre guillemets vraiment important. De même pour Bruce Pritchard, qui serait soit hors des confidences, soit un très bon acteur. Et là, c'est le drame. Earl Hebner ordonne au timekeeper de faire sonner la cloche qui signifie la fin du match, perdu par Bret Hart par soumission. Vince confirme le tout en ordonnant au timekeeper de s'exécuter immédiatement. La musique de Shawn Michaels se fait entendre et l'annonce est faite pendant que Earl Hebner prend la fuite comme un petit rat. Et quand je dis qu'il prend la fuite, il prend vraiment la fuite. Il y avait une voiture qui l'attendait déjà dans le parking, il s'est barré immédiatement à son hôtel et il avait déjà prévu de ne pas être présent le lendemain à Ottawa pour Raw en live et le mardi d'après, je ne sais plus dans quelle ville c'était, toujours au Canada dans le coin, pour les enregistrements du Raw suivant. Vince McMahon ordonne à Shawn Michaels de prendre la ceinture et ce dernier est escorté par Triple H sous les ordres de Jerry Briscoe qui lui rappelle malgré tout de lever la ceinture pour célébrer car il en oublie presque qu'il est champion. Quoi qu'ait pu dire Shawn Michaels après le show ou des années plus tard, eh bien, il était vraiment un très très bon acteur. Parce que sur le moment, quand on regarde juste Shawn Michaels, il a un côté comme ça vraiment excédé, complètement vénère, qui fait qu'on se dit « Putain, les gars, ils m'avaient dit qu'ils le feraient pas, ils l'ont quand même fait, vraiment, je suis énervé, je pars en catimini, etc. etc. » Chapeau bas pour Shawn Michaels, parce qu'il avait effectivement avoué en 2010, un petit peu avant le retour de Bret Hart, là en janvier 2010, je ne sais plus, ou peut-être encore un peu plus tard, qu'effectivement, il était dans la confidence, on n'en doutait pas vraiment, mais en tout cas, quand on regarde juste Shawn Michaels, je vous invite à le faire si vous avez le network ou le DVD, ou une version illégalement téléchargée, regardez Shawn Michaels, on peut pas se dire qu'il est dans la confidence. Chapeau le mec. Et en plus de ça, je veux dire, même dans les moindres détails, dans le ring, Shawn Michaels a bien laissé de manière tout à fait normale sa jambe un petit peu traînée pour que Bret Hart puisse renverser le sharpshooter facilement. Donc même dans le ring, en sachant ce qui allait arriver, il faisait exactement comme si tout devait se dérouler comme prévu. Alors l'après-match, ça a donné quoi ? Alors tout le monde dégage du ring, enfin des abords du ring, et Vince McMahon entre dans son bureau avec Pat Patterson, quelques autres proches comme Shane, comme le sergent Slaughter, avant de verrouiller la porte derrière lui. Bret Hart de son côté, lui, il est toujours dans le ring, il reprend ses esprits et se rend compte assez rapidement, enfin immédiatement, de ce qui s'est passé. Il pète un câble évidemment, il y a des images qu'on a déjà vues plein de fois où il défonce les moniteurs des commentateurs jusqu'à ce qu'Owen et le Bulldog, ainsi que notre ami Jim Neidhart, le catcheur favori de Ishtu, ne viennent le calmer. Les 4 catcheurs ont une discussion plutôt animée dans le ring avant que Bret Hart ne remercie les fans canadiens avant de leur dire qu'il les aime et faire le signe des lettres WCW signifiant effectivement que c'est la dernière fois qu'on le verrait pour le moment à la WWF. En arrivant dans les vestiaires, Bret Hart a d'abord confronté Shawn Michaels, comme je le disais en tout début de vidéo, qui a juré qu'il n'avait rien à voir avec cela. Shawn Michaels, qui, je pense, craignait un tout petit peu de se faire casser la gueule, lui a dit qu'il n'avait aucune idée que ce finish aurait lieu. Il a dit qu'il ne voulait pas gagner la ceinture de cette façon et qu'il était dégoûté au point de le prouver dès le lendemain en disant qu'il refuserait de sortir à Raw avec la ceinture autour de la taille et qu'il ne dirait rien de mauvais à propos de Bret Hart justement lors de ce Raw, le Raw du 10 novembre. Bret Hart lui dit que suivant ce qu'il ferait effectivement ou non lors du Raw du lendemain, eh ben on verra bien dans quel camp Shawn Michaels se situe. À ce moment-là, c'est le vestiaire tout entier qui furaxe contre Vince McMahon, parce que si un mec comme Bret Hart, employé modèle, catcheur entre guillemets très rentable, peut se faire trahir de la sorte, eh ben ça en dit long sur la personnalité de Vince McMahon, mais aussi sur la considération qu'il a pour ses soldats et surtout que serait-il prêt à faire quand il y a un truc qui ne lui plaît pas, qui vient non pas d'un grand main eventer historique comme ça, mais d'un mid-carder ou un mec qui n'a pas vraiment d'importance. Donc ce soir du 9 novembre 1997, l'ambiance à la WWE est absolument horrible et on craint vraiment, de manière tout à fait légitime, que l'unité, on va dire, et la hiérarchie bien huilée de la WWE, qui faisait aussi sa force par rapport à la WCW, eh bien ne commence à péricliter, que tout parte dans tous les sens, qu'il y ait des querelles internes avec des gens qui prennent parti de ci, de là, bref, on craint vraiment pour l'harmonie des vestiaires de la WWE, et on a peur qu'elle devienne voilà, en proie à des conflits malsains, dangereux pour l'avenir, quoi, tout simplement. Et l'avenir de la WWE et ce qui va se passer après cette journée du 9 novembre
mais pas forcément dès le 10, parce qu'après le pay-per-view, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées dans les vestiaires, beaucoup de choses qui ont été dites entre Bret Hart, Vince McMahon et les différents clans des McMahon et la Hart Foundation. Et tout ceci, on va l'aborder dans l'épisode numéro 4. Donc c'est le moment de vous remercier pour votre fidélité et d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aimez comme ça de plus en plus se plonger dans le Montréal Screwjob, dans les dossiers de la clinique. Moi je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de garder la passion et surtout de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye!